nous, MJC, la laïcité est un principe important. La laïcité a une place particulière dans notre projet. La laïcité, c'est un principe qui permet de rassembler les femmes, les hommes, au-delà de leurs convictions personnelles et en toute égalité autour d'un projet varié. Et le projet de la MJC, on vient d'en parler, c'est quelque chose de vaste. C'est plus de 80 activités dans cette maison, c'est plus de 2000 adhérents. Donc vous imaginez bien que le vivre ensemble doit avoir ses règles. Et la laïcité en est sans doute la première. Cette conférence vous est proposée en partenariat avec l'association Agir pour la laïcité et les valeurs de la République, association à laquelle adhère la MJC Héritant, on vous en parlera sans doute un petit peu tout à l'heure, et qui s'est donné pour objectif de promouvoir la laïcité à travers les commémorations de la loi de 1905, c'est ce que nous faisons ce soir, mais pas que, mais qui œuvre aussi au quotidien à la défense de la laïcité. On était en réunion tout à l'heure et on évoquait justement voilà, des petites faits d'actualité qui nous inquiètent par rapport à cette laïcité, et une association qui participe aussi à des conférences. Là, on va faire une conférence avec Jean-Marc la semaine prochaine à Épinac, et autrement, on a tout un volant, toute partie de notre activité qui est tournée vers la formation, et c'est un peu nouveau. Ça aussi, on aura sans doute l'occasion de l'évoquer. Cette association, vous pouvez la retrouver sur Internet. Alors je sais que notre trésorier vous a tous distribué à l'entrée un petit papier avec les coordonnées de l'association et éventuellement un bulletin d'adhésion si vous voulez nous rejoindre. Donc un site qu'on veut faire vivre, qu'on va essayer d'enrichir. C'est quand même, on est une association un peu jeune, elle a 2 ans cette association, Agir pour la laïcité. Je ne parle pas de la MJC qui a plus de 50 ans, 60, j'ai une maison. Et donc ce site est appelé à s'enrichir, donc n'hésitez pas à aller le voir. On a aussi une page Facebook, donc notre webmaster, Alexandre Choupourlet, voilà, il pourra vous en parler tout à l'heure. Alors ce matin, nous étions déjà réunis ensemble, une partie des acteurs d'ici, je retrouve quelques têtes, pour la plantation d'un arbre de la laïcité avec la municipalité de Mâcon. Et j'en profite pour remercier, même s'il n'y a pas de présence de la municipalité ce soir, j'en profite pour remercier Monsieur Courtois, donc le maire de Mâcon, qui s'est engagé à nos côtés sur cette cérémonie. Voilà. Mais c'était voilà. C'était important quand même qu'il y ait un engagement. Il n'était pas là, il était retenu, mais il y avait d'autres. Il y avait la première adjointe qui était parmi nous. Voilà. Donc une cérémonie qui a réuni donc les instances républicaines, qui a réuni aussi les militants de la laïcité. On était quelques-uns. Qui a réuni, et je tiens à vraiment les remercier, les enfants de l'école Chagall et leur instituteur. J'en profite pour remercier aussi les DDN qui se sont mobilisés pour permettre cette rencontre. Donc on avait une classe de CM1, CM2 qui était là, des jeunes qui ont pu prendre la parole au micro et puis nous lire un petit peu des petites maximes autour de la laïcité, et c'était un moment assez émouvant. Voilà. Et donc nous étions déjà ce matin, donc nous avons pu bénéficier de la présence de Patrick Essel qui était avec nous et qui a donné ce coup de pelle symbolique, mais vraiment symbolique, l'arbre était en pot quand même. Et je tiens vraiment à le remercier sincèrement et fraternellement. C'est une occasion de rappeler que la laïcité n'est pas contre les religions et que la séparation entre les églises et l'État, telle qu'elle est organisée par la loi de 1905, a permis depuis plus d'un siècle à notre société de prospérer dans une relative paix sociale. Rappeler aussi à ceux qui invoquent à tour de bras nos valeurs chrétiennes qu'ils ne doivent pas oublier d'inclure dans ces traditions la laïcité, qui fait pleinement partie de notre histoire. Je crois qu'on le verra quand même ce soir. Et puis, voilà, je ne vais pas être plus long. Je crois qu'on va avoir plein de questions, d'échanges. Je rappelle une dernière chose, comme je le fais à chaque fois. Ces conférences sont là pour nous éclairer. Elles doivent se dérouler dans le respect le plus total. Nous n'avons sans doute pas tous les mêmes convictions, mais l'humanisme nous est commun, donc je compte sur vous pour que tout se passe bien, mais ça se passe bien comme d'habitude. Voilà. Et la conférence, donc vous pouvez la retrouver comme d'habitude sur notre site dans les quelques jours qui vont venir. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Vraiment, ça fait
une somme de conférences qui sont accessibles aujourd'hui de cette université populaire. N'hésitez pas à aller les voir, à les recommander, à les utiliser même dans vos groupes, dans des conférences. C'est fait pour ça. Voilà. Donc merci à vous, bonne soirée. Bonsoir donc, et bienvenue à cette troisième conférence de la saison de l'Université populaire, conférence organisée ce soir, comme l'a rappelé le président de la MJC et d'Agir pour la laïcité et les valeurs républicaines, avec cette association qui est née en janvier 2015. La date avait été choisie lors de la venue d'Anicet Le Porce, il y a 2 ans maintenant, pour nous parler de laïcité, et nous avions décidé de créer cette association avec d'autres associations qui ont été citées tout à l'heure par Eric. La soirée se déroulera en plusieurs temps, une introduction du sujet, j'essaierai d'être bref, une intervention ensuite d'environ 30 à 40 minutes de notre conférencier du soir, Patrick Kessel. L'intervention sera donc filmée, comme l'a dit le président, mise en ligne, et filmée par Michel Chapuis, qui produira dans cette même salle lundi 12 décembre prochain à 14h30 et à 18h30 un film sur l'Inde, l'Inde aux couleurs du Rajasthan. Vous avez des photos qui défilent sur le grand écran du hall de la MJC, photos prises par des membres du club photo de la MJC. Voilà, pour vous donner envie de venir voir les images tournées par Michel et son épouse durant un voyage de ces dernières années. Donc vous pourrez la retrouver d'ici quelques jours, mardi ou mercredi prochain, à partir de notre site. Nous poserons une petite question aux témoins qui sont dans la salle ce soir, représentants de l'AMI 71, représentants des DDEN, et bien sûr Éric Binet qui est le président d'Agir. Ensuite, durant 30 minutes, ou le temps qu'il nous restera, vous aurez la parole, et pour prendre cette parole, vous demanderez le micro sans fil qui sont ici, afin que tout le monde puisse bien vous entendre. Et on terminera cette soirée à 20h30 par le verre de l'amitié qui sera servi sur le palier de cette salle de conférence. Patrick Kessel, vous êtes journaliste, vous travaillez pour de nombreux titres, notamment l'AFP, Matin de Paris et d'autres médias. Vous avez mené en parallèle de votre carrière journalistique une carrière d'écrivain. Vous avez fait une biographie sur la vie de Saint-Exupéry. Vous avez écrit des romans, notamment Le bénéfice du doute, Les ennemis publics, et surtout de multiples ouvrages politiques, Les gauchistes de 89, Marianne, je t'aime en 96, et Ils ont volé la laïcité en 2012. J'attends le livre, il n'est plus disponible en librairie, je l'ai commandé sur un truc par internet, et il ne m'est pas arrivé pour l'instant. Vous avez été grand maître du Grand Orient de France de 94 à 95, et vous êtes aujourd'hui président du comité Laïcité République, comité qui s'est créé après les premières affaires du voile. À ce titre, en tant que président de ce comité, vous êtes à l'initiative de la création des prix annuels de la laïcité, prix national et international, décernés à des personnes engagées dans la promotion des valeurs républicaines. Vous êtes membre de l'Observatoire de la laïcité, présidé par M. Bianco. On le sait, vous êtes en opposition avec les positions de M. Bianco et d'autres membres de cet observatoire. Je pense qu'on y reviendra durant la soirée. Notre société s'est construite au fil des siècles, c'est vrai, sous la coupe d'une religion et d'une succession de rois pendant de longs siècles. Puis arrivèrent le siècle des Lumières et la Révolution française. Le printemps européen de 1848 qui signèrent le début de la laïcité. L'état civil, l'école publique furent avant la loi du 9 décembre 1905 les premiers actes de la laïcité. Le Front populaire, le programme Les Jours heureux du Conseil national de la résistance renforcèrent la laïcité. Contrairement à ce qu'affirment certains, nos racines ne sont pas chrétiennes, mais celtiques, germaniques, latines, le croisement de populations qui ont envahi à un moment ou à un autre notre pays. Depuis le milieu du XXe siècle, la laïcité n'a cessé d'être impactée par des lois successives qui la fragilisent. Ces dernières années, et encore ces derniers mois, les arrêtés anti-Burkini, l'acceptation par le Conseil constitutionnel pour la réalisation d'expositions de crèches dans les lieux publics
dont les mairies, le débat sur les repas de substitution, la création du Conseil français du culte musulman dans les années 90 ont été des actes anti-laïcité. Sur la question des crèches dans les mairies, le maire de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, qui en a installé une dans sa mairie, reconnaît en partie le côté cultuel de cette décoration, entre guillemets, et démontre sa volonté prosélyte en déclarant dans les colonnes du JSL de ce matin: la déclaration du Conseil d'État est ambiguë, elle ne reconnaît pas les racines chrétiennes de la France. Donc il souhaite peut-être les faire reconnaître en mettant une crèche dans sa mairie. Il ajoute: je ne vais pas imposer une génuflexion devant la crèche. Par ce type d'acte, on peut s'interroger sur les réponses que les maires auront à faire lorsque d'autres religions, d'autres philosophies viendront frapper à la porte des mairies pour installer telle ou telle décoration. Les cultures sont souvent basées effectivement sur l'appartenance philosophique ou religieuse, mais elles font partie de notre personnalité, de notre part individuelle de conviction. Elles ne servent pas le faire société si on exacerbe ces différences. Or, on le sait, les lois de la République sont permissives avec les religions. Plus le vivre ensemble est fragilisé et plus le communautarisme se déploie, plus on laisse de place aux faits religieux, plus il en demande. Or, comme vous le dites, la République n'est pas une association de communautés aux droits différents, elle est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui, quelle que soit leur naissance, la couleur de leur peau, leur sexe, leur appartenance philosophique ou religieuse, leur appartenance politique, sont des femmes et des hommes libres et égaux en droit. C'était lors d'un colloque récent organisé en partenariat avec le journal Marianne et la LICRA, la Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez déclaré: la laïcité, c'est un ensemble de valeurs, un bloc citoyen. On ne peut pas la séparer de la République et de l'État de droit. C'est un véritable enjeu auquel nous avons à faire face. Le glissement vers une société fracturée est possible. Alors, Patrick Kessel, la laïcité est-elle au cœur des enjeux de société? C'est le sujet de ce soir et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne sais pas si on a vraiment besoin du micro. Si, vous pensez? Comme vous voulez. Vous m'entendez tout au fond? Très bien. Donc vous n'aurez pas d'excuses si vous endormez tout à l'heure en me disant que vous n'entendiez pas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de ce propos d'accueil. Je vais remercier la Maison de la Culture et puis l'association Agir pour la laïcité. Remercier ces propos. C'est pas tout à fait départi, il faut se méfier des nouveaux outils de la communication. On va sur Internet et on prend le CV de telle ou telle personne. Merci, mais le mien est jumelé avec quelqu'un qui est mort il y a 10 ans. Et donc, dans les citations que vous avez faites, et quelqu'un me faisait remarquer avant l'ouverture de cette réunion que l'âge qui m'est affecté dans cet article ferait que je porterais très jeune, puisqu'il était censé avoir 20 ans, je crois, en 1950, ou 30 ans en 1950. Donc il y a quelques-uns des titres qui ont été énoncés et qui ne sont pas de la plume. Mais je vous rassure, il y en a quelques autres qui ne l'ont pas été et qui auraient dû l'être. Voilà. Cela pour être honnête vis-à-vis de vous. C'est intéressant et c'est important qu'on se retrouve aujourd'hui pratiquement pour l'anniversaire de la loi de 1905. Mais je crois que vous êtes là comme moi, non pas pour une commémoration, on n'est pas devant un monument aux morts, à déposer des fleurs. Nous sommes là en train de réfléchir à la façon dont la société évolue de façon assez dramatique, dont certains problèmes sont cachés, masqués, non traités, comment les périls montent et lesquels,
leur donner un nom, les identifier. Bref, nous sommes là pour préparer l'avenir et non pas pour regarder le passé. Vous avez autre chose à faire et moi aussi. Donc, la laïcité, il y a encore 20 ans, quand on en parlait, il y a encore 10 ans, tout au plus, considérait-on que c'était un sujet de la Troisième République. Ça sentait la naphtaline. C'était un truc de vieux schnock, de radical socialiste ou de libertaire. Fallait pas emmerder le monde moderne avec tous ces sujets-là. C'était réglé. Seuls quelques laïcards, comme ils disent, voulaient encore traiter ce sujet. C'était acquis. L'Église était rentrée dans le rang. Certes, il y avait encore ici ou là, selon eux, selon nos détracteurs, quelques îlots d'intégrisme. Mais globalement, disait-il, on en avait fini avec la volonté de l'Église de réoccuper, de réinvestir le champ qu'elle avait perdu au profit de la République. On en était globalement là, et donc on ne parlait plus de laïcité. Et puis subitement, depuis 2 ans, alors on en parle sans arrêt, et tout le monde en parle. Et bien évidemment, pour dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi au point de, j'y reviendrai tout à l'heure, de lui prêter des qualificatifs, d'essayer de la moderniser. C'est marrant parce que ceux qui veulent moderniser la laïcité, sous prétexte que la loi de 1905 a 111 ans, les mêmes ne proposent pas de moderniser la religion qui, pour, par exemple, le christianisme, a 2000 ans. C'est assez curieux comme on veut moderniser en fonction de ses intérêts. Nous ne sommes plus dans ce contexte de béni oui-oui. Nous savons qu'aujourd'hui, les questions se posent d'un retour en force de l'Église et du Vatican sur les sujets sociaux et sociétaux. Nous l'avions vu sous le dernier quinquennat. Je vous rappelle que si, soi-disant, l'Église était rentrée dans le rang, alors on ne comprend pas pourquoi M. Sarkozy était allé à Latran expliquer que le prêtre était mieux placé que l'instituteur pour instruire les enfants de morale et d'éthique. On ne sait pas pourquoi il avait voulu réformer la Constitution pour introduire le droit à la différence, dont je montrerai tout à l'heure qu'il débouche sur la différence des droits. Pour le dire en termes plus simples, heureusement que Mme Simone Veil était là, car elle, dans sa jeunesse, a su que le droit à la différence, c'est-à-dire marquer sa différence, eh bien pour elle, ça signifiait un numéro marqué sur son bras et l'envoi dans les camps de la mort alors qu'elle était encore une jeune fille. Le droit à la différence, c'est cela, institutionnalisé. C'est renvoyer à ses origines et renvoyer un droit spécifique en fonction de ses origines. Je cite encore un peu M. Sarkozy, parce que là, on a quand même eu aussi la tentative de toilettage de la loi de 1905, et puis on a eu aussi, sous sa présidence, le vote de la loi Carle. Alors les plus anciens se souviennent de la loi Debré, en 1958, qui est l'ouverture vers le financement public des écoles privées, le serment de Vincennes, auquel toute la gauche de l'époque avait prêté serment de ne revenir sur cette loi. Eh bien, sous la présidence de M. Sarkozy, on a voté la loi Carle, qui aggrave les choses au point que désormais, il y a parité dans le financement public entre les écoles publiques et les écoles privées. Dans la France républicaine, que certains voudraient moderniser parce qu'elle serait trop laïque, eh bien nous sommes à parité dans le financement public entre écoles publiques et écoles privées. Et à la fin de ce quinquennat, il faut bien constater que la majorité, depuis 5 ans, n'a rien fait pour revenir sur ce texte et n'a rien fait pour revenir à une pratique plus laïque des institutions. Je ne fais pas de politique politicienne, mais j'essaye objectivement de décrypter la vie politique et montrer en quoi les enjeux d'aujourd'hui illustrent ou non notre problématique de la laïcité. Au fond, on voit bien que ceux qui disaient qu'il n'y avait plus de problème avec l'Église se trompent. On a vu encore quelques jours, le président l'a évoqué, tu l'évoquais il y a un instant, le Conseil d'État vient de considérer qu'on peut installer des crèches dans les mairies. Comment les instituts qui sont là vont-ils, ou les profs qui sont là, vont-ils expliquer à des jeunes filles qui rentrent à l'école qu'elles doivent enlever leur voile, parce que c'est l'école, alors qu'en sortant de l'école et en allant à la mairie chercher un document administratif,
elles croiseront une crèche dans les locaux. C'est le Conseil d'État, celui qui dit le droit de la République. Qu'on ne nous dise pas qu'on a abandonné, que l'Église a abandonné sa démarche de reconquête. Dès 1987, Monseigneur Vinet avait déclaré qu'il était temps pour l'Église de reconquérir institutionnellement les terrains abandonnés en matière de laïcité. Ben, on y est. Il y a ceux qui n'ont pas voulu voir venir, mais on y est, on l'a vu à l'occasion du mariage pour tous, avec la mobilisation des plus orthodoxes, pour ne pas dire des plus intégristes, des trois monothéismes, se coordonner pour s'opposer à la reconnaissance, je n'aime pas l'expression mariage pour tous, à la reconnaissance de l'union entre deux personnes du même sexe. Donc, la question que l'on croyait réglée est réglée par la loi de 1905. J'essaierai de vous montrer qu'elle ne l'est pas, notamment parce que la loi de 1905 n'est pas suffisamment bien, ni suffisamment appliquée, tout simplement, et largement contournée, notamment en matière de subventionnement des écoles privées ou des associations soi-disant culturelles et qui sont en fait souvent le faux-nez d'associations cultuelles. Trop tard. Merci, c'est bien, j'avais un chat dans la gorge. Que le Conseil d'État nous explique qu'une crèche, c'est culturel et pas cultuel, alors que, et je le respecte, la crèche, c'est le symbole par lequel l'Éternel est censé s'incarner dans l'homme pour acheter ses péchés. C'est donc un acte de foi, et qui est respectable en tant que foi. On rappellerait tout à l'heure que la laïcité, ça a été dit, n'est pas anti-religieuse. Elle est anticléricale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les religions se mêlent de la cité. Mais dire que c'est un acte culturel, c'est nous prendre pour des... Ça tient en 3 lettres et ça commence par un C. Mais ce qui est dramatique, c'est que c'est le Conseil d'État qui est capable aujourd'hui, lequel Conseil d'État saisi au moment de la première affaire du voile, par un Premier ministre socialiste, je crois, qui aurait pu à l'époque dire eh ben, nous prenons le décret, il n'y a pas de signes religieux ostentatoires dans les écoles, on aurait gagné 20 ans. Il a fallu 20 ans pour que le Conseil d'État, prenant des décisions qui n'en étaient pas et qui permettent rien, qui renvoient la responsabilité de la société sur le directeur d'école, qui est lui-même, dans certains quartiers, soumis à des pressions et parfois des violences, il a fallu 20 ans pour que la décision soit prise. C'est le Conseil d'État qui, à l'époque, avait refusé de prendre cette décision. Donc, on voit bien que le problème n'est pas absolument un problème laïque ou pas laïque, c'est que les institutions même de la République sont pénétrées par une idéologie qui disait il n'y a plus de problème avec la laïcité dans la mesure où l'Église accepte. Me montrer et affirmer d'entrée que cette question n'est pas réglée. Mais ce qui est nouveau, et ce qui, je vais le démontrer, divise profondément la politique, et notamment la gauche et les associations laïques, c'est une question nouvelle, c'est la montée du communautarisme islamique. Il y a en gros ceux qui disent « il ne faut pas en parler ». Et si vous osez dire que la laïcité s'applique aux catholiques, aux juifs, aux protestants, mais qu'elle s'applique aussi aux musulmans, comme elle s'applique aux libres penseurs, aux athées, c'est un type de comportement de lien à l'autre et de lien à l'État. Si vous affirmez que la laïcité s'applique à toutes et à tous, y compris aux musulmans, alors il y a tout un courant qui s'est déchaîné et qui a inventé le concept d'islamophobie, c'est-à-dire que dès lors que vous dites que la laïcité s'applique à tous, vous êtes un raciste, vous êtes un colonialiste, vous êtes un fasciste, vous êtes un suppôt du Front National. Et ce que je veux essayer de montrer, c'est que cette question, elle divise profondément à droite et à gauche, et les choses étaient plus simples. Il y a quelques dizaines d'années, quand chacun assumait sa culture, en gros, même si ce que je dis est un raccourci, parce que je ne veux pas, c'est pas parce que Fidel est décédé qu'on va faire un discours de 4 heures pour prendre la place. Mais, je vais donc me limiter un peu dans le temps. Mais les choses étaient plus simples quand la gauche était laïque et la droite était cléricale. Or, aujourd'hui, enfin, d'autres termes, quand la gauche était de gauche et la droite de droite. Et aujourd'hui, on est dans un contexte qui est tout à fait différent dans la mesure où une partie de la droite défend la laïcité. Le président de l'Association des maires de France, Barouin,
a soutenu jusqu'au bout un rapport qui est un rapport de qualité, qui a pris position contre les crèches, par exemple, dans les mairies. Je veux rendre hommage à ces républicains qui sont sur l'autre rive que la mienne. Mais ici, en tant que militant laïque, je ne suis pas un militant de gauche. Mais je constate qu'à gauche, alors nous avons une situation d'une complicité remarquable, et où la pensée dominante à gauche est devenue une pensée communautariste, et non plus une pensée laïque. Et c'est là le début de nos emmerdements. Et c'est là qu'il y a des gauches irréconciliables. Et c'est là qu'il y a des vrais problèmes, parce que l'approche de la question de l'immigration et de la laïcité appliquée à tous pose des problèmes incommensurables que nous allons essayer de cerner, mais c'est le nouvel enjeu de la laïcité. La laïcité s'applique-t-elle à tout le monde? Oui. Peut-on encore oser dire qu'elle s'applique dans le secteur public, mais qu'au moins sous l'angle de la neutralité, elle doit s'appliquer dans les crèches, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les prisons? Ou est-ce que tout ça, ce n'est pas un problème? Ça ne concerne que la question de la catholicité? Je pense que non. Et c'est un vrai débat qui divise, et je vous le disais tout à l'heure, qui divise à gauche et à droite. Alors tout le monde parle de laïcité et surfe sur cette confusion. Le parti le plus laïque de France, maintenant qu'il revendique, c'est le Front National. Plus laïque que moi, tu meurs. C'est un véritable hold-up. On en vient de dire, enfin, quand même pas eux, quand même pas l'extrême droite, dont toute l'histoire est associée à l'idée d'imposer une définition de l'identité française. La France, pour eux, c'était le thème de Pétain, et c'était le thème du Père Le Pen. C'est une France blanche, catholique, apostolique et romaine. C'est une France qui se définit par les racines. Il y a dans le coin quelques élus qui défendent une idée qui est assez proche, même s'ils ne sont pas au Front National. Il y en a qui sont même allés faire un petit tour pendant le week-end au Vatican récemment pour bien montrer qu'ils ont une éthique de l'identité française qui est liée à la catholicité. C'est-à-dire que, de mon point de vue, ils ne sont pas dans la République. Car la République laïque, justement, c'est l'universel et non pas l'appartenance à des communautés religieuses ou de couleur de peau. Donc il y a l'extrême droite d'un côté, qui a fait un véritable hold-up, mais qui en fait, elle n'a pour but que de stigmatiser les musulmans. Le seul souci, c'est de récupérer les peurs, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a, de notre point de vue, une poussée islamiste, parce qu'il y a une partie de la communauté musulmane qui est prise en pression et en otage, notamment dans certaines cités, et qui se trouve aujourd'hui poser des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes dans les crèches, les hôpitaux. Parlons, si vous voulez, plus en détail. On vient d'avoir une réunion de travail sur ce qui se passe dans la région. Je pourrais vous en raconter 50 000. Et la politique du déni n'est pas une réponse. Et si nous ne répondons pas à ces provocations, si on accepte que des hommes accompagnent des femmes dans certains hôpitaux et exigent d'être là et refusent que ce soit un médecin, un homme qui puisse se soigner, et qui vont intervenir dans une classe et qui vont casser la gueule de l'instituteur s'il a osé punir un élève, et qui se manifestent dans des écoles en remettant en cause la participation des petites filles à des cours de gym ou à des cours de biologie, ou qui dénoncent l'enseignement de la littérature libertine du XVIIIe siècle, ou qui ne veulent pas qu'il y ait de cours scientifiques, ou bien qui veulent que l'histoire soit complètement réécrite. Enfin, il y a 50 000 exemples de ce type, que j'évoquerai peut-être plus hâtivement dans un instant, mais nier ces problèmes, c'est laisser la voie ouverte à l'extrême droite. Il faut donc y apporter des solutions. Donc l'extrême droite, elle laboure en profondeur et elle exerce une influence très forte sur la droite, qui joue aussi, pour une partie d'entre elles, la peur, et qui joue la catho-laïcité, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la situation est pour le moins confuse. Je voudrais pouvoir dire, comme au temps de Jaurès, de Briand, de Blum, et même du Mitterrand de 81, que la gauche a résisté à tous ces sujets-là. Et il n'en est rien. Même si il faut peut-être probablement nuancer, nous avons une gauche qui est sous pression d'une ultra-gauche qui est totalement communautariste. Quand je dis communautariste, je veux préciser, il ne s'agit pas de dénoncer l'existence de communautés. Il y a des tas de communautés naturelles. Vous avez des gens qui veulent se retrouver parce que ils sont d'origine portugaise à Paris, ou ils sont d'origine espagnole, et ils aiment manger ensemble et faire leur fête. Vous avez des juifs qui ont envie de se retrouver, même s'ils ne sont pas religieux, pour évoquer des origines.
Vous avez des Africains qui veulent se retrouver, vous avez des formations qui se retrouvent le soir en communauté, vous avez des hommes politiques ou des femmes politiques, vous avez des appétences sexuelles qui font que des homosexuels peuvent avoir envie de faire une soirée entre eux. On peut multiplier ces exemples. Il ne s'agit pas d'interdire à qui que ce soit de se retrouver en communauté. Là où il y a problème depuis quelques années, c'est quand, au nom d'une communauté, les communautés ont commencé à exiger une dérogation à la loi commune. Quand on est de telle origine, on a le droit de ne pas appliquer la loi pour tous. Puis ont exigé des droits différents. Ce sont les exemples que j'évoquais. Des petites filles dans les écoles, des petits garçons dans les écoles, eh bien, il faudrait adapter la réglementation, il faut adapter les règles de la laïcité pour tenir compte de leurs origines. Je vais essayer de montrer en quoi ce n'est pas une faute, c'est un crime contre la République. C'est abandonner le fondement même de la République que de considérer que les droits et les devoirs ne sont pas les mêmes pour tous. Car la Révolution française, elle a été faite pour cela. La Révolution française, elle a été faite parce que dans l'ordre ancien, dans l'Ancien Régime, les femmes et les hommes étaient déterminés par leur naissance. Quand on était paysan, fils de paysan, on était paysan. Quand on était fils de commerçant, on était commerçant. Quand on était fils de notable, d'aristocrate, on était par le sang pur, on était aristocrate. Et pardonnez-moi pour voir si vous suivez, quand on était fils de prêtre, on était prêtre. C'était autorisé à l'époque. Bien, ne dormez pas tous, c'est bien, c'est sympa, merci. Il y avait un ordre implacable, et celui qui osait aller contre cet ordre aristotélicien du monde, le roi, non seulement gouvernait, mais il gouvernait au nom de Dieu, il faisait des miracles au moment du couronnement. Et même l'imaginaire du monde, la représentation imaginaire du monde, était imposée par l'Église. Lorsque les Galilée, les Copernic et tant d'autres remirent en question la conception d'ordonnancement des planètes, la place de la Terre, la rotation de la Terre, ils allaient sur les bûchers. L'Église tenait l'imaginaire, le rêve, la morale, la naissance et le décès. Vous n'aviez pas d'état civil jusqu'à la Révolution française. Et sachez que jusque la Révolution des œillets au Portugal, l'Église tenait encore tout l'état civil. Et ceux qui allaient à l'encontre étaient mis entre les mains de l'Inquisition. Et sachez que la dernière Inquisition, ce fut en 1877 au Brésil. Donc, on était dans un monde qui ressemble d'ailleurs à celui de l'islamisme d'aujourd'hui, qui ne veut rien lâcher de la morale, de la naissance, qui détruit les Bouddhas, qui dit ce qui est beau et ce qui est laid. C'est ça l'ordre totalitaire du monde. Et ce qui arrive avec la Révolution française, c'est que cet individu qui est un sujet de Sa Majesté, qui est un sujet de l'ordre, qui ne peut rien faire d'autre que traverser la vie comme une longue vallée des larmes et essayer de gagner à la sueur de son front sa part de paradis. Si bonheur il y a, il est dans l'au-delà. Et la Révolution a fait une révolution. Elle met en bas ce qui est en haut et en haut ce qui est en bas et décrète que désormais, et c'est ça l'essentiel peut-être du message que j'aimerais qu'on reteniez ce soir de mon propos, c'est que désormais, quelle que soit la naissance, quelle que soit la couleur de la peau, tu l'as cité cette phrase tout à l'heure, quel que soit le sexe, quelles que soient les appartenances religieuses ou philosophiques, il n'y a plus désormais que des femmes libres et égaux en droit. Avant, ils n'avaient pas les mêmes droits. Les aristocrates n'avaient pas le droit de travailler, mais avaient tous les autres droits. Les individus étaient différents, ils avaient des droits différents, et cela était déterminé par leur naissance. Et la République, les Lumières font émerger un individu nouveau, qui est le citoyen. Vous me direz, oui, la République, pendant longtemps, a fait le contraire de ce qu'elle avait dit. Oui, il a fallu les révolutions de 1830, de 1848 surtout, de la Commune, le cartel des gauches, 1924, le Front populaire, mais c'était inscrit dans le droit constitutionnel et dans l'imaginaire du monde, que l'Église a refusé longtemps d'ailleurs, et que les autres religions refusent souvent encore. Et je ne suis pas sûr que l'Église l'accepte vraiment.
c'était l'idée que l'homme est maître de son destin, l'homme, la femme. Et c'est ce qui a permis d'aller vers l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est ce qui a permis ce à quoi les pouvoirs religieux se sont opposés, comme l'islamisme aujourd'hui s'y oppose. Considérer que la femme est un homme comme les autres. Et que chacun est libre et égal en droit des autres. C'est cela le fondement de la naissance de la citoyenneté. Et la question fondamentale, c'est que cette naissance, elle met en scène donc un homme nouveau, une femme nouvelle qui est le citoyen. Alors le problème, et Condorcet, qui est un philosophe que j'aime bien et qui malheureusement meurt dans les geôles de la Révolution, laquelle a mangé ses enfants, Condorcet dit oui, mais par naissance, on est chrétien, on est musulman, on est protestant, mais on ne naît pas citoyen. Comment devient-on citoyen? Eh bien à l'école. Et c'est bien ça la fonction de l'école publique, républicaine et laïque. Ce n'est pas de faire des petits noirs, des petits rouges, des petits verts, des petits chrétiens, des petits juifs, des petits francs-maçons, des de gauche, des de droite, des futurs patrons, des futurs salariés. Ça, c'est la formation qui vient ensuite. L'école, elle est d'abord là pour faire en sorte qu'un enfant maîtrise les outils de la connaissance, soit capable de penser par lui-même, d'élaborer sa propre conception du monde, de critiquer parmi les propositions d'interprétation du monde qu'on lui présente, et c'est le rôle de l'instituteur, de dire à l'enfant, voilà ce qui existe et tu feras ta propre opinion. Et donc l'enjeu de l'école a été fondamental, et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont fait l'école, même s'il a fallu qu'on attende Éloi Groblet, Jules Ferry et d'autres, mais je vais très vite, mais en tout cas on fonde l'école, et l'école, elle doit très rapidement, bien sûr, être laïque. Et dans sa lettre, Jules Ferry, que l'on condamne par ailleurs pour son action et ses prises de position sur le colonialisme en Extrême-Orient. Mais pour autant, ce qu'il a écrit ici, ce qu'il a fait sur l'école, sur sa lettre aux instituteurs, c'est ça. Et aujourd'hui, on a non seulement abandonné l'école, qui est dans un état déplorable, quels que soient les élages, je n'attaque ni la ministre ni le gouvernement, mais les rapports qui montrent que les enfants, au sortir des cycles scolaires, pour une majorité d'entre eux, ne maîtrisent plus couramment la lecture, l'écriture, l'orthographe, n'en parlons plus, n'ont plus de connaissances chronologiques de l'histoire, ne sont pas capables, en lisant un journal, d'avoir une représentation géographique. Comment peut-on parler des conflits des Balkans? Comment peut-on parler des conflits en Iran ou de ce qui se passe en ce moment en Syrie, si on ne regarde pas par la géographie les intérêts historiques des pays concernés, au-delà des intérêts immédiats et de l'idéologie immédiate de ceux qui gouvernent ces pays. Ce sont ces clés aujourd'hui qui ne sont plus... Je ne dis pas que les instituts ne font pas le boulot, je ne dis pas que les élèves ne l'ont pas, mais ce qui était d'une évidence il y a encore une quarantaine d'années ne l'est plus. C'était bien cela, la formation civique à la représentation de citoyens. Donc la laïcité, elle joue ce rôle essentiel, et donc elle va s'incarner à l'école. Elle va prendre d'autres formes juridiques. Elle prend forme en 1905. Il y a eu avant plusieurs moments. Elle est présente en 1793 dans les textes. Elle est présente dans la Révolution de 1848. On connaît moins la Révolution de 1848. Elle est néanmoins passionnante parce qu'elle va irriguer toute l'Europe. Et contrairement à ce qu'on raconte, la laïcité, c'est pas simplement baguette, béret et Côte-du-Rhône. Ce sont des ignares qui ne savent pas que les valeurs, les principes de la laïcité et de la République vont irriguer une partie de l'Europe. La Révolution française, ce n'est pas la Révolution anglaise. C'est plus que la Révolution américaine. C'est la seule révolution qui associe les notions de liberté et d'égalité. Liberté absolue de conscience, égalité des droits et des devoirs. Et ces deux principes, et c'est la tradition historique de la gauche, c'était sa culture, ces deux principes sont inséparables. Car si vous prenez que la liberté, ça devient le libéralisme et des conceptions tocquevilliennes au mieux, et libérales économiquement qui sont repris par une partie de la droite. Et si vous ne prenez que la conception de l'égalité en abandonnant la liberté, vous avez les régimes soviétiques qui estimaient qu'au nom de l'intérêt suprême du peuple, il fallait qu'un parti représentant une classe gouverne le pays en son nom. Donc, ces deux principes sont indissociables et ils vont irriguer la pensée. Et le moyen de le concrétiser, c'est la laïcité. La laïcité, contrairement aux turpitudes qu'on raconte,
elle n'est pas anti-religieuse, elle n'est pas colonialiste, elle n'est pas raciste parce qu'elle dit qu'elle s'applique aussi aux musulmans. La laïcité, elle est universaliste. La laïcité ne s'implique pas sur les religions. Elle ne s'implique pas dans l'histoire de chacun d'entre nous. Elle incarne la liberté de conscience et l'égalité en droit et en devoir. Je vais prendre un exemple, parce que là on est sur un passage peut-être un peu théorique. La laïcité comme l'égalité sont attaquées depuis une trentaine d'années par ce qu'on a appelé le droit à la différence. Puisqu'il y avait de plus en plus de gens différents sur notre territoire, il fallait, pour les respecter, intégrer le droit à la différence. Et Régis Debray nous avait prévenu, il avait écrit il y a 30 ans, attention, le droit à la différence débouchera sur la différence des droits. C'est-à-dire exactement le contraire de ce pourquoi la Révolution a été faite. Si je vous ai ennuyé longtemps avec mes histoires de Révolution française, c'est pour montrer qu'on est passé d'un système d'ancien régime où les individus avaient des droits différents, c'était l'ordre divin du monde, à une société d'égalité des droits. Imparfaite, mais une société d'égalité des droits. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui avec le droit à la différence, c'est de revenir sur ce principe d'égalité des droits. C'est considérer qu'en fonction de la naissance, on aurait des droits différents. Prendre un exemple d'égalité des droits. Si nous allons faire un 100 mètres tous ensemble, j'en vois ici quelques-uns jeunes, un peu sportifs, qui vont peut-être faire le 100 mètres en 10 secondes. Moi pas. Et peut-être qu'avec quelques-uns d'entre vous, on va s'arrêter, on va siroter un petit pastis, et puis, ou un verre de vin de la région, et puis on va mettre une demi-heure. Il y en a un qui fait 100 mètres en 10 secondes, bravo, et il y a l'autre qui fait 100 mètres en une demi-heure. Nous sommes différents. Mais est-ce que parce que quelqu'un fait 100 mètres en 10 secondes, il devrait avoir le droit à des droits différents et supérieurs? C'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui, c'est que parce que nous sommes différents, nous devrions avoir des droits différents. Mais non, c'est parce que nous sommes différents. Il y en a des déjà chauves, il y en a qui ont les cheveux blancs, il y en a qui n'ont pas de cheveux, il y en a qui ont des grands, des beaux, des laids, des moches. Il n'y a pas beaucoup de différenciation d'épiderme, mais nous sommes différents. Mais c'est parce que nous sommes différents que la République nous garantit l'égalité des droits. C'est pas parce qu'on est balèze qu'on a le droit d'écraser le faible. C'est ça la République et c'est ça la laïcité. Elle donne à chacun, même au plus faible, même à celui qui s'exprime mal, la liberté de s'exprimer, la liberté de penser par lui-même. Et elle donne à tous l'égalité des droits et des devoirs. Et lorsqu'on veut substituer le droit à la différence à l'égalité, on débouche aujourd'hui sur ces perversions qui ont pourri la tête d'un certain nombre d'intellectuels à gauche. Parce que le droit à la différence, il a débouché politiquement. Et par exemple, lorsque un think tank tel que Terra Nova, qui est bien présenté dans les plus hauts lieux du pouvoir, je ne cite personne, mais peut-être aurez-vous deviné. Ce think tank, plein de gens remarquables, a proposé il y a 2 ans eh bien, qu'on revisite et qu'on renégocie la Constitution et qu'on aille vers une citoyenneté à géométrie variable. Ça veut dire qu'il y ait des droits éventuellement différents en fonction des origines. Ce n'est pas une officine d'extrême droite qui a dit ça. Car ce discours de la différence, c'est un discours, je vais le rappeler dans un instant, qui vient d'extrême droite. Ce sont des gens qui, avec la meilleure bonne conscience du monde, en voulant s'intéresser à des gens modestes, à des gens dont les parents, les grands-parents ont été des victimes sociales, considèrent qu'il faut remettre en cause les principes fondamentaux de la République. En d'autres termes, quand on est arrière-petit-fils de personnes venues d'Afrique du Nord, ou lorsqu'on pratique certaines religions, on pourrait ne pas appliquer dans les mêmes conditions strictement l'égalité homme-femme, ou la liberté des femmes à disposer de leur corps, ou la contraception, ou l'IVG, ou le divorce, ou l'héritage. Car il faut savoir que dans beaucoup de monothéismes, quand on pratique la loi religieuse, il n'y a pas égalité, ne serait-ce que dans les successions. Ce n'est pas un mal français, il faut savoir que le Canada a été travaillé au corps aussi, c'est une terre d'immigration, et qu'en Ontario, il y a comme aux États-Unis une partie des législations qui relève des États. Les États chez eux sont plus grands que les États chez nous, même si ce sont des régions
au regard du pays. Ils ont mis en place, il y a quelques années, une législation en Ontario qui permettait aux personnes jugées de choisir si elles voulaient être jugées en fonction de la loi du pays ou en fonction de la charia. Et au bout d'un an, ils sont revenus en arrière parce que les Canadiens, ce sont de grands démocrates et qu'ils plaisantent beaucoup moins que nous avec l'égalité homme-femme. En Amérique du Nord, il y a des gros défauts, mais il y a aussi des gros avantages. On est beaucoup plus sensible à la question de l'égalité homme-femme, où nous prenons prétexte de notre latinité pour éviter de la mettre totalement en pratique. On est loin en France de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Eh bien, l'Ontario est revenu en arrière. Ils sont revenus complètement en arrière parce qu'ils se rendaient compte que, de fait, lorsqu'il y avait des problèmes dans un couple musulman, lorsqu'on appliquait la charia, c'était systématiquement à l'avantage de l'homme. Mais que c'est pu germer dans la tête de responsables politiques d'un grand État démocratique qui n'est pas l'Iran, nous montre quand même la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Le droit à la différence, c'est né à l'extrême droite. Depuis la Révolution française. Mais en même temps qu'il y avait les Lumières, il y avait les anti-Lumières. Joseph de Maistre, Burke, Pétain, Maurras, c'est-à-dire des gens qui considèrent que l'individu est déterminé par sa naissance. C'est le fondement du racisme. Et les plus anciens se souviennent peut-être que dans les années 1970, il y avait une revue qui s'appelait Éléments, qui était la revue du GRES, du groupe de recherche et d'études des civilisations européennes, qui était un groupe d'extrême droite, qui alimentait ensuite le Club de l'Horloge et d'autres formations, qui existent encore, et c'était des grands amis du régime sud-africain. Alors il n'y a pas trop de jeunes, mais enfin, le régime sud-africain, je rappelle, c'est un régime d'apartheid. C'était comme les États-Unis des années 60. Il y avait des bus pour blancs, des bus pour noirs, et il fallait légitimer la dictature blanche sur la majorité noire. Et c'était quoi la logique du Grèce? Ils ont théorisé. Ils ont dit, mais les hommes naissent différents. Il y a des blancs, il y a des noirs. Ben, puisque nous sommes différents par naissance, il faut que nous ayons des droits différents. Le droit à la différence qu'on entend encore aujourd'hui dans beaucoup de bouches, ce sont souvent des bouches ignorantes, qui ne savent pas que ce qu'il faut défendre, c'est la singularité de chacun. C'est la liberté de chacun à choisir pour lui-même ce qui est bon et ce qui est mauvais, avec la seule limite du respect de la considération des autres. Être singulier, oui, ce n'est pas des jeux de mots. La singularité, la liberté pour chacun de choisir sa sexualité, de choisir d'avoir la foi ou de ne pas l'avoir, d'être dans une religion et puis d'en sortir, d'être dans un parti et puis d'en sortir, d'être en couple et puis de ne pas l'être, d'avoir des pratiques sexuelles de partout, d'homosexualité ou de choisir... Tant qu'on n'impose rien à l'autre, c'est la singularité. Mais transformer cette singularité en droit, en disant parce que j'ai telle spécificité, je veux tel droit, alors c'est revenir à des sociétés profondément réactionnaires. J'ai pris longtemps pour expliquer ça parce que c'est au fond de la confusion qui pèse aujourd'hui sur la gauche. Car c'est en voulant donner un espace à des communautés d'origine étrangère que la gauche aujourd'hui remet en question les principes d'égalité des droits d'une partie de la gauche. Parce qu'il y a heureusement des gens qui ne tiennent pas cette position. Et qu'on se trouve aujourd'hui dans cette gigantesque confusion. Cette confusion, je l'ai aussi évoquée, elle est grave parce qu'elle n'est pas qu'un débat intellectuel ou philosophique. Elle est grave parce que la question de la montée des communautarismes, car il n'y a pas que l'islam, mais c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Et en allant vite, je veux le poser parce qu'il pose beaucoup plus de problèmes, notamment, on le voit, depuis le rapport Aubin, 2004. Si vous ne le connaissez pas, vous le trouverez sur Internet. C'est un rapport réalisé par 12 inspecteurs de l'éducation nationale qui montrait, déjà en 2004, combien la situation s'était détériorée dans les écoles publiques. Je l'évoquais tout à l'heure, pas dans toutes, mais dans beaucoup. On trouvait des tables séparées à la cantine, selon les communautés d'origine. Des WC où certains gosses avaient dit toilettes réservées aux purs, toilettes réservées aux impurs. Et que les enseignants n'osaient plus aller rétablir une autorité républicaine, parce que souvent leur hiérarchie n'osait pas les couvrir, et que les directeurs d'école ou les proviseurs n'osaient pas non plus, parce qu'en plus haut lieu, on leur disait surtout pas de vague, il faudra du temps, ça va se régler. Mais ça ne s'est pas réglé, ça s'est développé. Et la question se pose, non seulement dans les écoles, mais je l'évoquais, dans les hôpitaux, dans les crèches, si vous voulez, nous y reviendrons, l'affaire Babylou, cette crèche avec la directrice Natalia Baleato,
d'origine chilienne, sortis de la dictature chilienne, qui arrivent dans la banlieue parisienne, qui montent une crèche ouverte 24 heures sur 24, où l'on parle 25 langues, où la misère se multiplie avec la misère, parce que les gens qui arrivent, y compris les plus enfermés dans une conception ultra-religieuse, sont souvent des pauvres gens, il faut les convaincre. Mais elle est affrontée à une femme qui a été 2 ans en arrêt maladie, enfin en fait, pas en maladie, il avait mis au monde un enfant, et revient, et elle qui était avant en jean moulé, elle revient complètement voilée. La directrice lui dit, mais tu gardes ton voile, c'est ta liberté, mais tu l'enlèves quand tu rentres dans la crèche, et puis tu le remets quand tu sors, c'est ta liberté de porter le voile, si tu le choisis. En tant que femme, je trouve que c'est un signe d'asservissement des femmes, mais c'est ta liberté, c'est ta singularité. Mais tu l'enlèves dans la crèche. Procès, reprocès, vous le savez, l'affaire a été jugée par les plus hautes instances judiciaires du pays. Elle a été tranchée en faveur de Babilou, mais ce sont des arguments de droit qui ne permettront pas de traiter à nouveau cette situation. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand, par exemple, à l'Observatoire de laïcité, avec mes complices Jean Glavany et le député Jean Glavany et la sénatrice Françoise Laborde, nous disions, mais il faut légiférer. Enfin, on peut ouvrir une crèche religieuse qui vire des instituteurs quand ils divorcent. Mais on ne peut pas ouvrir avec des fonds publics une crèche laïque. Tel est l'état du droit aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir. Ah oui, mais on n'avait pas demandé de légiférer sur ce dossier, alors qu'une partie des gens montent en ligne en disant, oui, mais vous êtes contre les musulmans. Mais on n'est pas contre les musulmans. La laïcité, elle permet même aux musulmans de pratiquer leur culte comme les autres. Sauf que la laïcité, elle protégerait, si elle était bien appliquée, l'immense majorité des musulmans qui ont envie de vivre comme des citoyens, comme les autres, parmi les autres. Et ça protégerait au premier rang mais les femmes qui sont dans des situations, qui sont comme toujours face aux religions, les premières victimes. Je suis rentré il y a quinzaine de jours, d'un séjour de 15 jours en Iran, et je voudrais que ces prétendus féministes islamistes qui se battent pour le droit des femmes à porter le voile, vous voyez, jusqu'où va l'inversion, qui est la conséquence de ce que je viens d'évoquer en termes de confusion. Je voudrais qu'elles aillent 15 jours voir en Iran ce que c'est, et qu'elles voient dans un pays qui est un grand pays, qui est une grande civilisation. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas des Bédouins enrichis par le pétrole. C'est 4000 ans d'histoire, c'est la Perse, c'est Cyrus, c'est Darius, c'est l'origine de l'écriture. On a un poids lourd, et on a un Iran ancien qui était là avant même l'islam. Mais vous sentez que le voile, c'est pas seulement sur les femmes, qui ne peuvent pas ne pas le porter, car sinon, elles risquent leur vie. C'est un voile qui est sur tout le pays. Et que derrière la question des mères accompagnatrices ou des personnes qui accompagnent des sorties scolaires, la droite en France, M. Châtel avait pris une circulaire disant que les parents, les personnes qui accompagnent des sorties scolaires devaient être considérées comme du personnel scolaire et donc se débarrasser de signes ostentatoires religieux. La circulaire n'est plus appliquée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ces pauvres dames qui ne sont pas toutes des mères et qui sont souvent des militantes associatives islamistes et qui sont très souvent non pas des musulmanes anciennes mais très souvent des convertis et qui ont la position excessive des convertis. On se trouve dans des situations absolument inextricables et on perd le sens des réalités. Moi, quand j'entends des femmes dire « c'est mon droit », bien sûr que c'est son droit. De porter le voile, même dans la rue si elle le souhaite, c'est son droit. C'est la burqa qui est interdite. Et la burqa, elle est interdite pour des raisons de sécurité, pas pour des raisons de laïcité. Mais dans les espaces publics, je le dis, dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les universités, quand le directeur de l'IUT de Saint-Denis a été suspendu pendant 2 ans, parce qu'il a voulu virer les islamistes des locaux syndicaux, parce qu'on y a trouvé des tapis de prière, qu'on l'a accusé, lui, de les avoir mis, qu'il a été défendu, qu'il a été attaqué, Samuel Mayol, par le président de la conférence des universités. Et qu'il a fallu là encore que la justice tranche, et que tous nos amis qui se battent aujourd'hui, y compris et d'abord les musulmans, Mohamed Sifaroui, Zineb, la journaliste de Charlie, Jemila Ben Habib, Chador Todjavan, j'en oublie plein, ne peuvent plus se déplacer sans avoir en permanence la présence de gardes du corps policiers.
car nous ne sommes plus depuis janvier 2015 dans un simple débat intellectuel. Nous sommes dans un débat où le communautarisme islamiste, je ne dis pas que tous les communautaristes islamistes sont des terroristes ou des compagnons des terroristes, mais je dis qu'ils sont en train de prendre en otage une jeunesse paumée des quartiers, des cités, qui ne se sentent pas français ici et qui savent, au bout de 3 jours, quand ils vont en vacances en Algérie, qu'ils ne sont pas plus algériens. Sauf que là-bas, ils ne déconnent pas parce que la tradition fait qu'ils rentrent vite dans le rang. Hein, mais aujourd'hui, c'est de la chair qu'on envoie faire la guerre et mourir en Syrie parce qu'on n'ose pas non plus et qu'on n'a pas fait en sorte que la République soit présente, que la laïcité soit respectée et qu'assez tôt, on retrouve une autorité. Car quand une République perd le sens de l'autorité, elle ouvre la voie à l'ordre et à l'ordre d'extrême droite. Je pourrais prendre des tas d'autres exemples, je ne vais pas le faire, je vais simplement dire que, en conclusion de cette introduction, pour avoir une place pour le débat, que ce sont des sujets qui sont complexes. J'ai pris le temps de vous amener dans cette promenade où j'aurais pu développer davantage, mais je prends le temps de le faire plutôt que de vous parler simplement de la laïcité comme cela, parce que ce sont ces sujets que la laïcité a à traiter. Comment est-ce qu'on fait en sorte? Il y a 2 types de problèmes qu'il nous faut régler. Le premier, c'est la laïcité en l'état actuel. Qu'est-ce que c'est comme texte et est-ce qu'elle est appliquée? La laïcité en l'état actuel, c'est la loi de 1905. C'est notamment l'article 1, la République garantit la liberté de conscience et la liberté de pratiquer un culte. Ça, je crois que globalement en France, c'est le cas. Deuxièmement, c'est l'article le plus important, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Voilà. C'est là que ça fait problème. Ne reconnaît de plus en plus, il y a des espaces de concertation avec les représentants des religions. Ça ne me gênerait pas si c'était que sur des sujets d'ordre religieux, pour permettre réellement aux croyants de pratiquer leur foi. Je souhaite la laïcité, elle garantit. Donc un chrétien, un juif, un musulman, un hindouiste, un bouddhiste qui a envie de pratiquer son culte, il doit pouvoir, comme un libre penseur, se réunir avec ses amis et pratiquer son culte. Il n'est pas question, et lorsque certains se revendiquent de la laïcité pour dénoncer la religion, ils se trompent. On a le droit par ailleurs d'être athée, on a le droit par ailleurs de... Mais la laïcité, ce n'était pas l'Union soviétique. Ce n'est pas un État athée, la laïcité. Donc, il faut que la République garantisse le culte, mais ça ne veut pas dire qu'elle reconnaît les représentants des cultes comme des interlocuteurs. La République est indivisible, laïque, démocratique. Démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les seuls représentants qui peuvent parler en notre nom, ben, ce sont nos élus. Alors, c'est pas parce que la démocratie, elle est devenue tartouille, démocratouille, communication, intérêt, problème de fric, scandale financier, élections parfois truquées, toutes ces histoires d'ego que nous vivons en ce moment, un peu à droite et pas mal à gauche non plus. C'est pas parce qu'elle a tous ces travers qu'elle n'est pas aujourd'hui fondamentalement démocratique. Et donc elle n'a pas à reconnaître d'autres représentants que les représentants du peuple. Or, les curés, les pasteurs ne sont pas des représentants du peuple, ils ne sont même pas élus. Ils ne sont même pas élus par leur communauté. Donc c'est pour ça que nos ancêtres avaient mis la République ne reconnaît, ne salarie. C'est à peu près vrai, sauf en Alsace, Moselle et Guyane, bien sûr. Et ne subventionne, c'est là que le Conseil d'État nous prend pour des couillons. C'est-à-dire que officiellement, on ne subventionne pas le culte. On subventionne du culturel. Et de tous côtés, les conseils régionaux, les conseils généraux, les conseils municipaux, sous la pression de lobbies communautaristes, financent à tour de bras des associations qui se disent culturelles, mais qui sont le fondé d'associations cultuelles. Je pourrais prendre 50 exemples. Il faut verrouiller la pompe. La loi 1905 n'est pas appliquée. Certains nous disent qu'on va trop loin. Mais si on ne le fait pas, alors on contourne largement. Et il y a plein d'exemples qui pourraient être donnés, des procès qui ont eu lieu concernant la cathédrale à Lyon, ou la façon dont la cathédrale d'Évry a été financée dans la région parisienne du temps des socialistes. Châtie bien qu'on aime. Ils n'ont pas financé la construction de la cathédrale, ils ont financé la construction d'un musée d'art sacré. Vous allez le chercher, il n'y en a pas de musée d'art sacré. Mais il y a un musée d'art sacré. Ce n'est plus possible que les démocrates se comportent comme ça en ne respectant pas ce que j'appellerais la foi républicaine. C'est une question d'éthique aussi. Si on ne croit pas soi-même
aux valeurs qu'on défend, alors comment peut-on reprocher à des gosses de 14 ans de se comporter comme des petits voyous? Donc, la première question, c'est la loi de 1905 est-elle appliquée? La seconde question, et alors là qui divise complètement les associations laïques et la gauche, c'est faut-il aller plus loin? Certains nous disent laïcité, c'est la loi de 1905. Mais moi, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il faut la défendre jusqu'au bout, mais ce n'est pas que ça. La loi de 1905, c'est l'aboutissement d'un mouvement qui vient de la Grèce antique, qui se prend forme sous la Renaissance, qui prend forme sous la Réforme, qui a été un apport important. La Réforme a réformé quand même la religion, cet ordonnancement du monde dont je parlais tout à l'heure. Et la Réforme a amené des espaces de liberté, au-delà de la question de la foi. Et les protestants avaient une conception beaucoup plus ouverte du monde, bien évidemment. Et donc, l'idée essentielle des Lumières, des philosophes des Lumières, c'est l'idée de l'émancipation. C'est de dire que chaque individu est appelé à s'émanciper et que, génération après génération, l'espèce humaine est appelée à s'émanciper de plus en plus. On nous dit que le progrès n'existe plus, c'est fini. Mais c'est des discours ultra-réactionnaires. Ce n'est pas parce que l'énergie atomique peut être utilisée à des fins de destruction qu'il n'y a plus de progrès. Il suffit d'aller tous les jours dans les hôpitaux pour voir le nombre de prématurés qu'on arrive à faire vivre, le nombre de personnes âgées qui devraient être emportées depuis longtemps et qui vivent et survivent dans de bonnes conditions, l'état de la recherche sur le cerveau. Donc, c'est une vision conservatrice et réactionnaire. Il y a un progrès. L'humanité avance. Elle commet parfois l'irréparable, mais elle avance. Il faut renouer avec cette idée que nous allons transmettre aux nouvelles générations une espérance de vie, une soif de connaissance, une soif d'émancipation. La laïcité, c'est ça, c'est l'émergence de l'individu. Alors elle s'incarne dans la loi de 1905. Mais est-ce qu'il faut qu'elle se limite à la loi de 1905 ? Certaines associations laïques, je les cite, mais sans polémiquer, car je ne veux pas citer polémiquer sur des personnes. La Ligue de l'enseignement, dans sa direction, la Ligue des droits de l'homme, et même la libre pensée, considèrent que la laïcité, ce n'est que la loi de 1905. C'est-à-dire la loi de 1905, elle s'applique au service public. Donc, on applique la laïcité au service public et on ferme les yeux sur le reste. Les crèches, les hôpitaux, les transports, les prisons, on n'en parle pas. Et je ne suis pas sûr que c'était la volonté, et même des constituants de la Ve République, car je vous rappelle qu'il est dit que la France, que dit le titre premier ? La France est une république, indivisible, laïque, sociale, j'ai oublié le quatrième. Suivez-vous encore? Non, vous me regardez en opinant comme les petits chiens chinois. On met derrière les voitures. Démocratique. Démocratique. Il y en a un qui suit, comme dit Nicole. Bien. Rien ne dit, c'est la France qui est une république. On ne dit pas, la France est une république où la laïcité s'applique au service public. Donc je pense que le moment vient aussi où il faut nous interroger. Que fait-on dans les entreprises? Moi, je travaille avec un groupe autour de l'entreprise Paprec. Paprec, c'est une des rares entreprises. Enfin, il y en a beaucoup qui ont connu des difficultés communautaristes. Paprec a trouvé une solution. C'est quoi les difficultés communautaristes? C'est des mecs maintenant qui ne veulent pas serrer la main d'une femme. C'est des mecs qui ne veulent pas avoir une femme comme chef. C'est à la RATP des gars qui refusent de s'asseoir au poste de conducteur parce qu'il y avait une femme qui conduisait avant. Des fois qu'elle ait été impure, quoi, qu'elle ait eu ses règles juste avant. Donc, et ça, on dit, il n'y a que des problèmes de nourriture. Non, dans les grosses boîtes, on peut s'arranger pour que dans la nourriture, il y ait du self-service. C'est comme à l'école, on ne va pas obliger les enfants à manger du porc. C'est absurde. Mais on caricature le débat. Mais il y a de vrais problèmes dans l'entreprise. Donc, comment on le traite? Donc, Paprec a décidé de faire une charte de la laïcité qui a été votée par tous les collaborateurs. Donc, on ne fait pas état d'appartenance religieuse et on ne porte pas de façon ostentatoire des symboles religieux, des signes religieux dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a deux collaborateurs islamistes, ou intégristes cathos, ou ultra-orthodoxes juifs, qui poursuivent l'entreprise devant la loi, devant les prud'hommes? En matière de code du travail, ils sont niqués, comme ils disent dans les banlieues. C'est-à-dire que ça ne tient pas, donc il faut s'interroger sur comment on fait évoluer le droit, y compris dans un secteur privé. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler de neutralité que de laïcité? Peut-être, parce que cela mérite d'être décliné. Que fait-on sur les crèches? Que fait-on sur les universités? Je ne viens pas vous livrer un programme, et je ne veux pas être plus long, mais
voilà, il y a des problèmes qui émergent de tous côtés. Comment ce souffle d'émancipation, comment ce souffle de respect de la liberté de conscience et ce principe d'égalité des droits et des devoirs peut-il être respecté et s'imposer sur toute la société? Car je pense que sur ces principes, il ne faut pas transgresser. Il n'y a pas à négocier les principes fondamentaux de la liberté de conscience et d'égalité des droits. On peut négocier beaucoup de choses, on peut permettre à des gens de vivre différemment, mais la République, elle a des principes. Ces principes, ils ont été portés par les forces progressistes, ils divisent aujourd'hui, et je crois qu'à l'approche de l'élection présidentielle, il faut souhaiter qu'ils soient portés haut et clair. En votre âme et conscience, vous ferez ce que vous devez, mais je crois beaucoup à la force et à la pertinence de réunions de ce type, parce que si quelque part ça entretient ou ça rallume une petite lumière, une énergie républicaine, eh bien, allez voir vos élus, enquiquinez-les et rappelez-leur que toutes les femmes et tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur sexe, leur couleur, sont et doivent devenir de plus en plus libres et égaux en droit et en devoir. C'est ça qui est en jeu. Mes amis, au boulot.